Bonjour et bienvenue pour le live de mathématiques pour les terminales S qui a été en collaboration avec EPSI. Nous allons donc faire la correction du bac que vous avez eu ce matin. Eh bien, je suis de tout cœur avec vous parce qu'il n'était pas facile, surtout l'exercice sur les complexes. J'espère que vous avez bien réussi les deux premiers exercices pour bien rattraper les points qui ont pu être éventuellement perdus sur la suite, mais j'espère aussi que vous avez réussi la suite. Donc, nous commençons par les deux premiers exercices. L'exercice 1, un exercice sur les fonctions, bon, peut-être un peu dans son énoncé différent, enfin pas très classique, mais qui restait somme toute faisable. Donc on nous parlait en fait d'une chaînette comme ça, et on voulait en fait que la hauteur et la largeur soient égales. Donc déjà, on nous demandait de vérifier que c'était égal à une certaine équation. Donc, pour vous rappeler, la largeur, en fait, vous voyez qu'elle va de là à là. Et donc, en fait, elle est égale, là il y a x, donc elle est égale à 2x. La largeur, c'est 2x. Et la hauteur, donc elle va de là à là, et donc en fait, elle est égale à cette hauteur-là, qui est en fait f de x. Ok ? Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, la largeur, c'est 2x. La hauteur, c'est égal à notre fonction qui était... je crois pas qu'on l'appelait f de x, mais qui était 1 demi de ex plus exponentielle, etc. Je vais y arriver. Et donc, on veut qu'en fait, la largeur et la hauteur soient égales. Donc, ça fait ça. Donc, vous mettez les deux égalités, vous passez ça de ce côté, et pour obtenir ce qu'il demandait, il suffisait tout simplement de multiplier tout par 2. Hein, donc ici, 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 1,5, ça annule, et du coup, on retrouvait bien ce qu'il nous demandait. Question suivante, il nous demandait, donc on fait f de x est égal à ça, et on nous demandait de montrer que f de x était égal à ça. Alors là, c'était très simple, hein, il fallait partir de ce côté, il fallait développer ça, et en fait, tout simplement, c'était fini. Ça, c'était très simple. Et du coup, ça nous permettait de calculer la limite, hein, puisqu'on avait ça, on venait de le montrer, qui est égal à x, e de x sur x moins 4, e de moins x moins 2, donc là, il y a un plus. Voilà, donc vu qu'on venait de le montrer, il fallait s'en servir. Pourquoi ? Parce que sinon, on se retrouvait avec un plus l'infini moins l'infini, ça faisait une forme indéterminée. Là, on se retrouve avec, par croissance comparée, donc en fait, c'est une formule du cours que vous deviez connaître. E de x sur x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc x qui tend vers plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ensuite, pour le bout qui reste, donc plus e de moins x moins 2, exponentielle moins x en plus l'infini, ça fait en fait exponentielle puissance moins l'infini, ce qui fait 0. 0 moins 2, ça fait moins 2. Et quand on ajoute plus l'infini avec moins 2, eh ben ça fait plus l'infini. On passe à la suite, calculer f'. Donc, on va revoir f. F, il est ici, donc tout simplement la dérivée d'exponentielle, c'est l'exponentielle. La dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u, donc ça fait moins exponentielle moins x, moins 4. C'était pas très compliqué, heureusement, parce que les exercices 3 et 4, eux, l'étaient. Donc, f', c'est bon. Ensuite, il demandait, montrer que f' de x égale 0, c'est la même chose que ça. Donc, moi, je prends f' de x, c'est ça, égale 0. Je vois qu'en fait, là, je me retrouve avec une exponentielle de x au carré, donc c'est qu'il doit y avoir eu une multiplication par exponentielle de x. Donc, je multiplie par exponentielle de x des deux côtés de l'égalité. Ce qui revient, ici, j'ai bien e de x fois e de x, ça fait e de 2x. E de x fois moins e de moins x, ça fait moins 1. Et e de x fois moins 4, e de x. C'est toujours égal à 0, puis ça ne change rien. Voilà, donc on retrouve bien. Ensuite, il faut la résoudre. Pour ça, on pose x égale e de x. On obtient cette équation que normalement on sait résoudre depuis la première, en faisant delta, en faisant x1, en faisant x2. On trouve deux solutions. Par contre, il n'y en a qu'une qui est acceptable, puisqu'en fait, x, c'est égal à une exponentielle. Et l'exponentielle est toujours positive. Donc celle-ci, on peut l'oublier. Et on garde que celle-là. Donc e de x est égal à 2 plus racine de 5. Donc x égale ln 2 plus racine de 5. Donc on avait
là, pour nous, pour être sûr qu'on avait fait juste, on avait la solution ici. Et donc on fait un joli tableau de variation. On n'avait même pas besoin de faire d'étude de signe, puisque le signe était donné. Donc négatif c'est décroissant, positif c'est croissant. On n'oublie pas de mettre les valeurs aux extrémums. Donc celle-là on l'avait déjà, c'est la limite. Celle-ci je l'ai calculée, celle-ci aussi. Donc f de 0 c'est égal à 0. Hein. Et ici, donc la forme la plus simplifiée c'est celle-ci pour avoir une valeur exacte avec le moins 2. Et ici, pour une valeur arrondie, donc c'est moins 5,64. La valeur arrondie, c'est l'important, puisque du coup, on va voir que ici, c'est négatif tout le temps, et ici, ça passe par 0. C'est la question suivante. Donc, sur 0, ln de 2 plus racine de 5, le maximum, c'est 0. Pour x égale 0, donc on s'en fiche, puisqu'on veut une solution unique strictement positive. Donc le 0, on s'en fiche. Et ensuite, sur la deuxième partie, la fonction est strictement croissante et continue. Il faut bien dire et continue. On a ln de 2 plus racine de 5 qui fait moins 5,64. Limite de f de x qui fait plus l'infini. Donc 0 étant compris entre les deux, forcément, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il manque un S, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur, pas 0 plus. Ah oui, si, 0 plus l'infini, puis si on prend en compte le... Ici, on n'en a pas, et du coup, ici, on en a une. Du coup, on n'en a qu'une sur 0 plus l'infini. Excuse-moi. Oui. On a un élève qui nous dit, vous êtes sûr pour le moins 5,64 ? Alors, moi, c'est le calcul que j'ai fait, oui. Ça marche. Bon, dans tous les cas, c'est une valeur normalement négative. Voilà. Ensuite, on considère l'algorithme suivant. Ah, cet algorithme n'était pas facile. J'espère que vous en avez vu au moins un dans l'année comme ça. C'est un qui peut arriver, qui permet en fait de faire un encadrement. Normalement, vous êtes censé au moins en avoir vu un, mais c'est peut-être pas suffisant pour vous en rappeler. Donc déjà, il nous demande de remplir le tableau là. Donc on commence. Le A il fait 2, le B il fait 3, le B-A il fait 1. Donc tant que... Il manque un tant que, non? Fin si. Fin tant que. Tant que... Ah il est là. Tant que B-A il est plus grand que 0,1, donc c'est le cas. Donc on fait... Qu'est-ce qu'on fait? On regarde si la fonction f, en mettant m dedans, donc la f de 2,5, est-ce que c'est plus grand que 0? Donc oui, là c'est plus grand que 0, donc je continue. Je mets m dans B, d'accord? Donc m qui faisait 2,5, je le mets 2 dans B. Maintenant B il fait 2,5, A il fait toujours 2. Ensuite je recommence, donc m cette fois il fait A plus B sur 2, donc 2 plus 2,5 divisé par 2. Ça fait 2,25. Je fais f de 2,25, je regarde est-ce qu'il est positif? Si oui, je mets B dans M, ce qui n'est pas le cas ici, c'est négatif, donc je vais mettre M dans B, et comme là c'est négatif, je vais mettre M dans A. Donc ça veut dire que cette fois, c'est A qui prend la valeur de 2,25 maintenant, et B qui reste à 2,5. Ensuite, B-A fait 0,25, et on continue comme ça, donc jusqu'à fin tant que, jusqu'à que B-A soit pas plus grand que 0,1, parce que tant qu'il est plus grand, on le fait. Donc là, c'est plus grand, on fait. Ah, là, c'est plus petit, on arrête. Donc on arrête ici l'algorithme. Et on a deux valeurs. Une valeur pour A et une valeur pour B, qui sont en fait les valeurs de l'encadrement pour que f de x soit égal à 0. Donc en fait, c'est l'encadrement de alpha. Voilà. Donc un encadrement de alpha qui est compris du coup entre ces deux valeurs qu'on avait trouvées. Donc à 0, avec une amplitude de 0,1. Ensuite, il nous demande, c'était une application, donc il fallait faire le lien entre cette formule et celle qu'on avait. Donc là, normalement, vous voyez qu'en fait, c'est f de t sur 39 égale 0. Donc t sur 39, c'est alpha. Donc, comme on a alpha qui doit être compris entre ces deux valeurs, on a t alpha sur 39 qui doit être compris entre ces deux valeurs. Et donc, si on multiplie par 39, ça doit être compris entre 95 et 97,5. Et comme en plus c'est subtil, il ne faut pas oublier que
Là, la valeur qu'on a, c'est la valeur de l'abscisse là. Donc en fait, c'est juste ça. D'accord? Donc en fait, il faut bien multiplier par 2 pour avoir la largeur et la hauteur, puisque c'était la question, donner un encadrement de la hauteur. Donc la hauteur, la largeur, c'est la même, puisque le but c'était que ce soit égal. Et donc on a un encadrement entre 190 et 195. Voici pour ce premier exercice. On passe ensuite à l'exercice 2, qui était un exercice de probabilité, qui était somme toute classique, hein, ni trop compliqué, ni trop facile non plus. Donc la première chose à faire, c'était un arbre. Normalement, pas trop de problème pour le remplir. La première chose à faire, c'était, il demandait la population de gens qui ont la grippe, c'est 20%, donc c'est 0,2. Voilà, donner la probabilité de l'événement G, les gens qui ont la grippe. Ensuite, il demande de faire un arbre. Donc on avait bien 40% des gens qui sont vaccinés, donc 60 qui ne le sont pas, 8%, donc 8% c'est 0,08 des personnes qui sont vaccinées qui attrapent la grippe. Donc c'était là. Donc ici, c'est 0,92. Et ici, on n'avait pas les valeurs. On n'avait pas besoin. Enfin, pas pour l'instant. Déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. Là, il manque un 0. Donc c'est 0,4 fois 0,08. Donc ça fait 0,032. Hein, si on voit sur ça, c'est le chemin qui est là pour arriver ici. Donc c'est ça fois ça. Ensuite, la personne choisie n'est pas vaccinée, donc on sait qu'elle n'est pas vaccinée et on veut montrer que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est de 0,28. Donc on sait qu'elle n'est pas vaccinée et on veut la probabilité qu'elle ait la grippe. Donc c'est ça qu'on veut calculer. Sauf que quand je veux calculer ça, il me faut P de G inter V bar. Et ça, on ne peut pas le calculer grâce à l'arbre. Par contre, on a une information qu'on ne s'est pas servie, c'est que P de G, il fait 0,2. Et on sait que P de G, c'est égal à P de G inter V et P de G inter V bar. Hein, donc il a la grippe en étant vacciné ou il a la grippe en n'étant pas vacciné. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on remplace 0,2, 0,032 plus P de G inter V bar. Donc ça fait 0,2 moins 0,032, ça fait 0,168. Et donc 0,168 divisé par la probabilité de ne pas être vacciné, qui était 60%, ça fait bien 0,28. Partie B, un peu plus compliquée, puisqu'il y avait la loi binomiale. Bon, elle tombe quand même assez souvent, la loi binomiale. Alors, du coup, il fallait dire que la loi, la variable aléatoire qui x suivait la loi binomiale. Il ne faut pas oublier de justifier pourquoi elle suit la loi binomiale. Ça, c'est très très important. Donc, il faut parler qu'il y a deux issues avec une probabilité de succès de 0,4. Il faut parler qu'on répète de manière identique et indépendante. Donc, deux issues, on répète l'expérience de manière identique et indépendante. X y compte le nombre de succès. Et donc, x suit la loi binomiale, n et p égale 0,4. Donc, n, on ne connaît pas pour l'instant. Dans la question suivante, on dit que n égale 40. Donc là, c'était se servir de sa calculatrice pour aller chercher p de grand X égale 15. Calculatrice, ça donne 0,123. Et ici, on voulait savoir au moins la moitié. Donc, au moins la moitié, c'est la moitié ou plus. Donc la moitié de 40, c'est 20. Au moins la moitié, c'est 20 ou plus. Donc c'est plus grand ou égal à 20. Votre calculatrice vous donnant les résultats plus petits ou égal, il faut transformer ça. C'est 1 moins x plus petit ou égal à 19. Attention, parce que le égal 20, il est là. Donc il ne peut pas être là aussi en même temps. Donc ça vous donne une probabilité avec la calculatrice qui est égale à 0,130. Ah, ça c'était la question difficile. D'ailleurs, difficile pour pas grand-chose. Parce qu'en fait, ils vous disent qu'il suit une loi normale. Donc en fait, vous aviez deux possibilités. Soit suivre ce qu'il vous disait, soit calculer directement avec la loi normale que vous auriez pu déduire de la loi binomiale. Donc moi, j'ai fait les deux. Donc là, vous avez une loi binomiale. Quand en fait on fait beaucoup de fois l'expérience, la loi binomiale peut tendre vers une loi normale. Donc ça, c'est le cas.
Et donc la loi binomiale a pour moyenne n fois p, ça vous êtes censé le savoir, et pour écart type, racine de n fois p fois 1 moins p, ça pareil, c'est des formules que vous devez savoir. Donc on trouvait une moyenne à 1500 et un écart type à 30. Et du coup, il suffisait de prendre votre calculatrice et calculer ça, en fait, tout simplement, avec 1450, 1550, et avec pour moyenne 1500 et pour écart type 30. Sinon, vous pouviez vous servir de ce que vous avez donné, hein, c'était le but. Donc si vous vous en servez, donc on prend ça, on fait moins 1500 sur 30 pour tous les côtés de l'inéquation. On trouve moins 50 sur 30, ce qui revient à moins 5 tiers, y plus petit que 5 tiers. Donc ça suit une loi normale centrée réduite. Donc pareil, vous prenez votre calculatrice. Cette fois, vous mettez entre moins 5 tiers et 5 tiers. La moyenne, c'est 0 et l'écart type, c'est 1. Et on trouve 0,904. Allez, la partie géométrie. C'est rare d'avoir un si gros exercice de géométrie. Pareil pour les complexes. Mais bon, vous êtes censé quand même être préparé. Alors, on admet que les droites AG, BH, CE, DF, donc c'est les grandes diagonales du cube, c'est celles qui passent en plein milieu du cube, sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles sont toutes séquentes en un même point. Voilà, on admet ça. Ça sera utile pour la suite. Donc, préciser la hauteur issue de E et la hauteur issue du C dans le tétraèdre ABCE. Alors, reprenons notre dessin. Donc, le tétraèdre ABCE, il est là. Donc là, on a une grande diagonale. Là, on a une petite diagonale. Et là, du coup, on a le tétraèdre. On nous demande quelle est la hauteur issue de E. La hauteur issue du E, c'est E et ça va perpendiculairement sur la face opposée. Du coup, ça fait EA en fait. Et la hauteur issue de C, elle va perpendiculairement au côté opposé, donc en fait ici, et donc c'est CB. On nous demande ensuite si les droites sont... C'était quoi la question? Ah oui, est-ce que les 4 hauteurs sont concurrentes? Ça veut dire que les 4 se croisent au même endroit, comme je l'ai déjà dit. Sauf qu'en fait, EA et CB, elles ne sont pas coplanaires. Donc comme elles ne sont pas coplanaires, elles ne peuvent pas être séquentes. Donc les 4 hauteurs ne pourront pas être concurrentes, puisqu'il y en a 2 qui ne se couperont jamais en fait. Donc non, elles ne sont pas concurrentes. Hop. Ensuite, on a un joli repère, une équation, et on nous demande de démontrer que cette équation, c'est une équation cartésienne de ACH. Donc en fait, il faut faire très simple. Quand on vous donne l'équation, on vous demande de vérifier que c'est bien l'équation d'un plan. Il suffit d'utiliser les 3 points dans l'équation, de vérifier que ça marche, et si ça marche, c'est bon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris donc les coordonnées des 3 points dans le repère qui est demandé. J'ai remplacé x, y, z 3 fois en fonction des 3 points, et j'ai montré qu'en fait, les 3 vérifiaient l'équation, donc qu'en fait, l'équation était bien l'équation du plan ACH. Ensuite, il faut en déduire que FD est la hauteur issue de F. Donc si c'est la hauteur, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au plan ACH. Si elle est perpendiculaire au plan, ça veut dire... Donc je fais un dessin. La droite, elle est là. Ok? Donc, on a le vecteur normal du plan qui est là. Le vecteur directeur de la droite qui est là. Enfin, un vecteur normal et un vecteur directeur. Et les deux vecteurs, ils sont collinaires. Du coup, pour que la droite soit perpendiculaire au plan, il faut que le vecteur directeur de la droite soit collinaire au vecteur normal du plan. Donc, j'ai calculé le vecteur directeur de la droite, FD, enfin un vecteur directeur de la droite. Un vecteur normal de ACH, c'est les coordonnées. Elles sont notées dans l'équation. Donc là, c'est 1, moins 1, 1. C'est les coefficients devant x, y et z. Donc on a FD, c'est moins 1, 1, moins 1. N, c'est 1, moins 1, 1. On voit bien que pour passer de l'un à l'autre, il suffit de multiplier par moins 1. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Donc la droite est bien perpendiculaire au plan. Donc c'est bien la hauteur issue de F. Ensuite, il demande par analogie, donc on va reprendre le dessin, il demandait par analogie de trouver du coup
Donc, en fait, on a ACH. Donc là, là, là. Donc c'est un plan qui passe complètement au milieu du cube. Et on nous dit que FB, c'est la hauteur issue de F. Voilà, là j'ai fait complètement le truc. Et bien du coup, on peut ACH, FD, voilà. Et du coup, on peut, par analogie, dire que AG, donc c'est les grandes diagonales en fait, AG, c'est la hauteur issue de A, que CE, c'est la hauteur issue de C, et que HB, c'est la hauteur issue de H. Et en fait, on vient de retrouver les 4 grandes diagonales du cube. Et du coup, comme je vous l'ai dit au début de l'énoncé, eh ben, il ne fallait pas oublier que, donc là on a ce que je viens de vous dire, et donc on a les 4 grandes diagonales du cube qui, dans l'énoncé, on a bien dit qu'on admettait qu'elles étaient concurrentes. Donc vu qu'on admet qu'elles sont concurrentes, ça veut dire que les hauteurs de ce tétraèdre sont concurrentes et que donc le tétraèdre, on l'appelle plus tard, il est orthocentrique. Ensuite, on passe à la partie B. La partie B, on avait, c'était un peu spécial, hein, mais c'était pas très compliqué, il fallait juste comprendre la logique. Donc, on a ce dessin-là. On nous demande déjà de dire pourquoi PQ est orthogonal à la droite MK. Alors, du coup, PQ, c'est une droite qui appartient à ce plan. Ce plan, il est orthogonal. Oui, PQ, alors on va le refaire, il appartient au plan en dessous, et ce plan en dessous est orthogonal à MK. Donc, vu que MK est orthogonal au plan, ça veut dire qu'il est aussi orthogonal à toutes les droites du plan, dont particulièrement PQ. Et après, pareil, ici, c'est NK est orthogonal à QP, enfin au plan MQP, donc particulièrement à la droite QP. Donc QP, on peut dire que c'est orthogonal. Alors pour rappeler orthogonal, ça veut dire, c'est pas perpendiculaire, c'est perpendiculaire mais sans être séquente. Donc par exemple, mes deux bras là sont orthogonaux, c'est-à-dire que si je fais une projection, ils sont perpendiculaires, mais là ils ne se touchent pas, ils sont orthogonaux. Donc ensuite, on voulait montrer que PQ du coup était, enfin on nous demandait du coup qu'est-ce qu'on pouvait en déduire de PQ et de MKN. Et bien on a dit que PQ il est orthogonal à NK, il est aussi orthogonal à KM, donc PQ est orthogonal à deux droites du plan MNK, donc il est en fait orthogonal au plan. Donc PQ est perpendiculaire au plan, hein, puisqu'en fait le plan est infini, donc voilà, donc PQ est perpendiculaire au plan. Hop, hop, hop. Qu'elle est orthogonale, bon, plutôt perpendiculaire, c'est mieux. Perpendiculaire au plan MNK. Ensuite, montrer que les arêtes MN et PQ sont orthogonales. Et ben du coup, vu que PQ est orthogonale au plan MNK, enfin perpendiculaire, du coup on a dit, elle est aussi orthogonale à tous les droites du plan, donc en particulier MN, et donc PQ et MN sont orthogonales. Les arêtes PQ et MN sont orthogonales. Hop. On a un repère orthonormé avec les coordonnées suivantes des points, et on nous demande est-ce que le tétraèdre est orthocentrique. On a dit qu'orthocentrique, ça voudrait dire, ils l'ont dit avant, mais je crois que ça n'a pas été rappelé là sur le slide. Ici, voilà. Si un tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Donc si je fais un dessin, poup, poup, poup. Voilà. Donc, comment il s'appelle? RSTU. RSTU. Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est censé vouloir dire que RT devrait être orthogonal à US, c'est-à-dire qu'en fait, si je prends le vecteur RT et le vecteur US, ils doivent être orthogonaux, et donc leur produit scalaire doit faire 0. Et donc en fait, RT doit être orthogonal à US, mais TU doit être orthogonal à RS, et TS doit être orthogonal à UR. Donc si vous le faites pour les trois,
en fait, vous verrez qu'il y en a un pour lequel ça ne marche pas. Pour RT et US, donc je calcule les deux vecteurs, hein, c'est les coordonnées de T moins les coordonnées de R. Je calcule le produit scalaire, donc je multiplie ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça, et bam, je trouve moins 18. Ces différentes zéros, donc elles sont pas orthogonales, donc le tétraèdre n'est pas un tétraèdre orthocentrique. Et on passe à l'exercice calculatoire. J'espère que vous êtes fort en calcul, parce que pour cet exercice, il fallait l'être. Bon, il y avait quand même quelques questions qu'on pouvait faire sans trop faire de calcul. Déjà, la première question était une question assez simple. Il nous demandait de vérifier que ça, c'est égal à ça. Donc ça, c'est une forme algébrique et ça, c'est une forme exponentielle. Donc passer d'une forme algébrique à une forme exponentielle, normalement, c'est un peu la base des complexes. Donc on calcule le module. Voilà, hein, donc le module, c'est la partie réelle plus la partie imaginaire au carré chacune, sous une racine. On trouve racine de 3 sur 2. On calcule l'argument, donc cos θ, c'est la partie réelle sur le module, sin θ, c'est la partie imaginaire sur le module. On trouve racine de 3 sur 2 et 1,5, et du coup ça correspond bien, j'ai oublié un moins, voilà, moins et moins. Donc racine de 3 sur 2 est moins 1,5, du coup ça correspond bien à θ qui fait moins pi sur 6, et du coup forme... Donc c'est le module de z, e, i, pi, u, i, θ. Voilà. Donc le module de z, racine de 3 sur 2, fois e, i, moins pi sur 6. Donc on a bien retrouvé la même chose. Ensuite, il fallait calculer z1, z2, z3. Donc, on avait cette formule-là, hein, il suffisait de l'appliquer. Donc c'était z1, c'est ça fois 8. Et comme on vient quand même de montrer que ça, c'est égal à cette valeur à l'exponentielle, bah autant se servir de cette forme-là, c'était plus facile. Donc, Z1, c'est Z0 fois 8, ça me donne ce résultat. Z2, c'est Z1 fois, c'est ça fois Z1, ça me donne ce truc-là. 6 exponentielle de moins I pi sur 3. Et donc, enfin... la même chose avec cette fois Z2, et donc je trouve moins I 3 racine de 3. Donc ici, pour vous dire, on a E moins I pi sur 2. Donc l'angle, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2, ça veut dire qu'on est quelque part ici. D'accord? Et donc, si on prend juste ce bout-là, le module étant à 1, ça veut dire qu'en fait, on est à moins 1. Moins I, puisqu'on est en moins 1 sur les imaginaires. Donc ça fait ce truc-là que j'ai souligné en bleu, c'est égal à moins I, fois 3 racines de 3. Donc on a bien retrouvé que Z3 est un imaginaire pur, et la partie imaginaire, c'est 3 racines de 3. Il n'y a pas le I dedans. On nous demandait de représenter graphiquement A0, A1, A2 et A3. Il fallait faire au mieux hein, avec votre rapporteur, j'espère que vous l'aviez pris. Donc A3, on avait bien moins 3 racines de 3. Ensuite, donc là, c'est le module et là, c'est l'argument. Voilà, donc là, c'est la longueur et là, c'est l'angle. Ce qu'il y a devant l'exponentielle et l'angle qui est en haut de l'exponentielle. Ensuite, la démonstration par récurrence, donc qui n'était pas forcément très complexe, mais beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres, des racines, tout ça, pas très facile à manipuler. Donc, il faut montrer ça. Donc, je définis que Pn, c'est Zn est égal à 8 fois racine de 2 sur puissance n, exponentielle de moins i n pi sur 6. Bon, je ne vais pas le lire à chaque fois, sinon on est encore là demain. Hein. Initialisation, il faut vérifier que ça marche pour Z0. Donc je remplace le n par 0, je fais le calcul et je trouve 8. Ça tombe bien, 8 c'est Z0. Ok, c'était pas le plus difficile. Ensuite on passe à l'hérédité. Donc l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un n fixé quelconque. Donc on peut le supposer puisque c'est vrai pour 0, alors pourquoi pas. Et ensuite, on doit montrer que c'est vrai pour Zn plus 1, c'est-à-dire on doit montrer que Zn plus 1 est égal à ça, la même chose, mais avec n plus 1.
Donc je commence avec Zn plus 1, je sais que c'est égal à ça. Ça, c'est la formule qui est donnée dans l'énoncé. Je remplace Zn par la formule de récurrence, ce truc-là. D'accord? Je remplace, voilà. Et maintenant, j'essaye de faire les multiplications. Elle n'est pas trop compliquée. Le 8, il est là, on le met devant. On a ici un racine de 3 sur 2 et un racine de 3 sur 2 puissance n. Donc puissance 1 fois puissance n, ça fait puissance n plus 1. Et enfin, on a l'exponentielle moins i pi sur 6 fois l'exponentielle moins i n pi sur 6. Donc encore une fois, on les ajoute. Donc on en a une fois ici et n fois ici, ça fait n plus une fois. Et puis c'est fini. Il y a quand même pire comme démonstration par récurrence. Donc Pn plus 1 est vrai, et par le principe de récurrence, du coup, Pn est vrai, quel que soit n appartenant à n. Ensuite, déterminer la nature de la suite un, sachant que c'est le module. Donc si je prends la forme de Zn de ce qu'on vient de montrer là, on a montré que Zn il était égal à ça. D'accord? Eh bien, le module, c'est ce qu'il y a devant la forme exponentielle. Enfin, c'est ce qu'il y a devant l'exponentielle pour la forme, comme là on a une forme trigonométrique. Donc au final, le module de ça, c'est ce qu'il y a devant, c'est ce truc-là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une suite géométrique. Une suite géométrique, deux premiers termes 8 et deux raisons racine de 3 sur 2. Donc quand on fait la limite de racine de 3 sur 2, vu que c'est plus petit que 1, eh bien c'est 0, et donc 8 fois 0, ça fait 0. Et la suite est décroissante, puisque, pareil, la raison est plus petite que 1. Ensuite, ça, c'était pas forcément un calcul facile. Vous pouviez le faire de plein de manières différentes. Hein. Moi, je l'ai fait de cette manière-là. Après, vous pouviez aussi séparer zk plus 1 et mettre sur zk plus 1. Donc, ça faisait 1 moins zk sur zk plus 1. Vous pouviez faire ça. Et vous pouviez aussi ne pas remplacer par les formes exponentielles et le faire autrement. Donc moi, j'ai décidé de remplacer par les formes exponentielles. Voilà, donc là j'ai k plus 1, là j'ai k et là j'ai k plus 1. Donc en fait, on peut factoriser ici tout ça. On peut factoriser par 8, puisqu'il est là, donc là il y a deux termes. Donc il y a 8 qui est dans les deux termes, il y a racine de 3 sur 2 puissance k qui est dans les deux termes, et on a exponentielle de moins ik pi sur 6 qui est aussi dans les deux termes. Donc hop, on factorise par tout ça, on factorise aussi en bas par tout ça. Il reste, dans le premier terme, il reste quand même le racine de 3 sur 2 puissance 1, pareil ici, puissance 1, donc c'est pour ça que je les ai ramenés là, moins 1, puisque là, du coup, on a tout factorisé, ça s'est retrouvé ici. En bas, pareil, sauf qu'il n'y a pas le moins 1 cette fois. Du coup, ici, hop, hop, ça s'élimine et on a ce petit chose. C'est déjà beaucoup plus joli. On va remplacer le racine de 3 sur 2, e moins i pi sur 6, qui, au tout début de l'énoncé, on a vu que c'était égal à 3 moins i racine de 3 sur 4. Cette fois, on fait l'inverse. Moins 1 sur la même chose. Donc, je mets au même dénominateur en haut, ça me donne ça. Je multiplie par l'inverse de la fraction, ça me donne ça. Et après, soit vous prenez votre calculatrice, vous mettez ça dedans. Bon, vous pouvez quand même déjà enlever les 4. Vous mettez ça dans votre calculatrice. Soit vous utilisez le fait qu'il faut multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est ce que j'ai fait moi, et vous retrouvez bien la bonne solution. Ensuite, en déduire que pour tout entier naturel, on a cette égalité-là. Alors, déjà, il faut se rappeler comment on calcule une longueur avec des complexes. La longueur AB, c'est égal à ZB moins ZA. Le module de ZB moins ZA. Donc, AK plus 1, c'est le module de ZK plus 1 moins ZK. OAK, c'est le module de ZK. En l'occurrence, je crois que c'était OAK plus 1. Donc là, on rajoute un plus 1, là, on rajoute un plus 1, ça ne change rien. Et du coup, si je fais la division des deux, c'est la division des deux modules. Quand on divise deux modules, ça peut être le module de la division, c'est pareil.
Donc, le module de la division, ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ça. Ça tombe bien. C'est égal à ça. Et si je fais le module de ça, ben je trouve 1 sur racine de 3. Du coup, après, si je repasse le O à K plus 1 de l'autre côté, hop, je multiplie des deux côtés, et je retrouve bien ce qu'il demande. On continue. Ensuite, on avait Ln qui était... On additionne chaque longueur. Donc on avait un truc comme ça, là. Bon, du coup, c'était plutôt hop, 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 comme ça. Donc là, c'est A0, A1, A2, etc. Et donc, nous, on veut additionner cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, etc. D'accord? Donc, je veux faire la somme. Alors, j'espère que vous êtes un peu à l'aise avec ça, sinon c'est pas très grave. La somme, c'est-à-dire des AK, AK plus 1, en commençant par 0. Donc, je vais faire A0, A1, plus A1, A2, etc., etc., jusqu'à AN. Voilà. Ok. Donc, c'est jusqu'à N-1 ici. Puisqu'on veut seulement aller jusqu'à AN. Donc en fait, on a montré que ça, on a montré dans la question précédente, c'était la même chose que ça. Donc là, j'ai juste remplacé. On a montré, donc je mets le 1 sur racine de 3 à l'extérieur de la somme, hein, puisqu'il est dans chaque terme, donc je peux bien factoriser. Et OAK plus 1, c'est en fait, on a dit OAK plus 1, c'est égal au module de ZK plus 1. Plus 1. Et du coup, ensuite, je remplace OAK plus 1, on va dire que je vais faire OAK, mais du coup, je commence à 1, et par contre, je termine à N. Voilà. Je m'en rappelle plus. Bref. Du coup, le module de ZK, c'est UK. C'était dans les questions précédentes. UK, on avait dit c'était ça. Pareil, dans les questions précédentes. Ça, c'est une suite géométrique. La somme d'une suite géométrique, eh ben, c'est U0 fois Q, fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur N plus 1, sur 1 moins Q. Ça, c'est la formule. U0, il est là, en fait. 8. Donc, c'est 8 sur racine de 3 fois la somme. Donc, 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, voilà. Et donc, ça, c'est Ln. Et je me demande de faire la limite de cette suite. Donc déjà, on va faire la limite de ce petit bout-là. Quand n tend vers plus l'infini, ce petit bout-là, il tend vers 0. Donc, toute l'expression, si on remplace ça par 0, ça devient 8 sur racine de 3 fois 1 sur 1 moins racine de 3 sur 2. Et du coup, ça obtient ça. Donc, Ln, elle est bien convergente et elle tend vers cette limite-là. Et enfin, on avait fini avec les obligatoires. Maintenant, on va passer à l'exercice de spécialité, qui était pas très facile, mais quand même, bon, dans le programme. Alors, on considère l'équation suivante. X carré moins 8y carré égale à 1. On demande de déterminer le couple solution sont deux antinaturels. D'accord ? Et on demande d'en trouver un. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai exprimé x en fonction de y. Et puis, j'ai essayé avec les antinaturels. Donc, j'ai commencé par 1, mais on peut commencer par 0. Ça marche aussi. Donc, moi, j'ai commencé par 1 et j'ai trouvé 3. Donc, c'est bon, ça fait bien deux antinaturels, 1 et 3. Donc, 3 pour x et 1 pour y.
Ensuite, donc on nous demande de démontrer par récurrence que le couple xn, yn est toujours solution de E. Donc déjà, on vérifie que ce couple-là, il est solution de E, c'est l'initialisation. Donc je remplace x et y par leur valeur, je trouve que c'est égal à 1, donc c'est bien solution de E. Donc c'est x carré moins 8y carré égale à 1. Ensuite, je trouve que xn plus 1, yn plus 1, on m'a dit que c'est égal à a fois xn, yn. Donc c'est égal à a fois ça. Donc c'est égal à xn plus 1, c'est égal à 3xn plus 8yn. Yn plus 1, c'est xn plus 3yn. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, en fait, je vais vérifier que ça c'est juste. Eh bien, je vais remplacer xn plus 1 et yn plus 1 par leur valeur que j'ai trouvée là, et je vais voir si c'est bien égal à 1. Je remplace au carré, moins 8 au carré, je développe, j'évite de faire des erreurs, pam pam pam, je développe, je simplifie, et je me retrouve avec xn carré moins 8yn carré. Mais en fait, ça, j'ai supposé que c'était vrai. Dans mon principe de récurrence, ça c'est mon hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence, elle me dit que ça c'est égal à 1. Donc en fait, ça veut dire que ça c'est égal à 1. Donc c'est bon. Pn plus 1 est vrai, et par principe de récurrence, la proposition Pn est vraie, quel que soit n appartenant à n. Après, on nous demande de montrer que xn plus 1 est plus grand que xn. Donc je rappelle que xn plus 1, il est égal à ça. Si je remplace yn par la valeur en fonction de xn, c'est égal à ça. On est d'accord que si xn il est strictement positif, puisqu'on a dit que xn il avait des valeurs strictement positives, eh bien 3 fois xn, c'est bien plus grand que xn, forcément. Strictement positif. Et du coup, voilà, en considérant que c'est un entier, donc ça ne peut pas être un chiffre plus petit que 1. Et si on ajoute un nombre positif à un nombre déjà plus grand, ça reste toujours plus grand. Ensuite, en déduire que l'équation E, elle admet une infinité de solutions, xn, c'est une suite qui est strictement croissante, puisqu'on a dit que xn plus 1, il était toujours plus grand que xn, donc elle est strictement croissante, de nombres entiers positifs, du coup, il y en a une infinité. Ensuite, vérifier qu'il existe deux nombres entiers consécutifs inférieurs à 10 qui sont puissants. Donc, il suffit d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on voit lesquels sont divisibles par un nombre et son carré. Donc, moi j'ai vu que 8, il était divisible par 2 et par 4, donc par 2 et 2 carrés, que 9, il est divisible par 3 et 3 carrés, donc 8 et 9 sont deux nombres consécutifs puissants. Ensuite, il nous demande de montrer que si n est égal à a carré fois b cube, c'est forcément un nombre puissant. Donc, a, déjà, on peut considérer qu'il a au moins un diviseur premier. Forcément, soit c'est un nombre premier et du coup il est divisible par lui-même, soit c'est pas un nombre premier et donc il peut s'écrire comme la multiplication de nombres premiers et donc il est divisé par des nombres premiers. Donc, soit P un diviseur premier de A. Il en a forcément au moins un. On a donc forcément A qui est égal à K, un nombre entier, fois P, un nombre premier. Et donc, si on écrit, ça veut dire que n qui est égal à a carré plus b cube est égal à k carré fois p carré fois b cube. Et donc, il est bien divisible par p et par p carré. Donc, c'est un nombre puissant. Ensuite, ils veulent montrer que x carré moins 1, si les solutions de ce truc-là, si les solutions de E, x carré moins 1 et x carré sont des nombres consécutifs puissants. Donc, x, on peut forcément l'écrire comme k fois un nombre premier, pour la même raison que a, on peut forcément l'écrire par k fois un nombre premier. Donc, x carré, forcément, il est divisible par p et par p carré. Donc, c'est un nombre puissant. Un carré est forcément un nombre puissant. Maintenant, plus compliqué, x carré moins 1. X carré moins 1,
il est égal à 1 plus 8y carré, puisqu'il est solution de E, moins 1. Donc, ce qui fait 8y carré. Et ça, c'est égal à b cube fois a carré. Donc, par la question précédente, c'est forcément un nombre puissant. Ensuite, conclure sur l'objectif fixé pour cette partie en démontrant qu'il existe une infinité de couples de nombres entiers consécutifs puissants. Donc, on a montré qu'il existait un nombre infini de xn qui était entier et qui répondait au couple. Donc, on a une infinité de couples solutions de E. Et B3 nous apprend que pour tout couple, n'importe quel couple, on peut déterminer deux nombres puissants consécutifs, x carré et x carré moins 1. Donc, si on a un nombre infinité et un infini de couples et qu'on peut déterminer deux nombres puissants consécutifs pour chaque couple, eh ben on a une infinité de nombres consécutifs puissants. Et pour la dernière question, il faut déterminer deux nombres entiers consécutifs puissants supérieurs à 2018. Donc en fait, on était obligé de tester. Donc moi, je ne vous ai pas fait tous les calculs, mais vous êtes obligé de les faire. Donc on part de x0, y0. On part du fait que c'est 1, 0. Ensuite, on calcule x1. Donc en remplaçant, ça fait 3 fois 1 plus 0, 1 plus 0. Donc ça fait 3, 1. Ok, donc ça ne nous permet pas. Donc on continue, on calcule x2, y2, on regarde si ça marche pas, et on calcule x3, y3. Là, ça commence déjà à mieux marcher, 99 et 35. Donc on fait 99 au carré, c'est plus grand que 2018. Donc 9800 et 9801 sont deux entiers consécutifs puissants supérieurs à 2018. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que vous y êtes bien arrivés et je ne sais pas s'il y a des questions ou un temps pour des questions. Non, il n'y a pas eu tant de questions parce qu'ils avaient l'air contents et puis surtout ils ont l'épreuve à 14h. Donc c'est vrai que là... Eh ben je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre baccalauréat et puis peut-être à bientôt.